discuter donc cet après-midi. Donc le CAH, Pascal va vous l'expliquer plus en détail, mais fait régulièrement des enquêtes sur les attentes des consommateurs et travaille depuis quelques années maintenant avec Audrey Valin. Et cette année, une enquête s'est spécialement penchée sur la question de l'adaptation du logement. Je vous laisse la parole à tous les deux. Merci. Alors oui, effectivement, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour planter le décor, je veux rappeler que le Club de l'amélioration de l'habitat mène maintenant, depuis plusieurs années, des enquêtes à caractère sociologique. Nous avons créé une structure qui s'appelle l'Observatoire Habitants-Consommateurs. Et comme son nom l'indique, l'idée, c'est d'interroger et de mieux comprendre les décideurs que sont les habitants sur ce qui peut les amener à décider ou parfois de ne pas décider de réaliser des travaux et des travaux de tout type en ce qui concerne l'évolution et l'adaptation de leur habitat. Alors pour ce faire, nous réalisons effectivement depuis plusieurs années des enquêtes grand public. On a utilisé les services Ipsos, on a utilisé plus récemment les services de TBC Innovation et nous sommes adjoints à la compétence et l'expertise depuis maintenant 2 ans d'une spécialiste en sociologie, en l'occurrence Audrey Valin, ici présente, qui accompagne ces études. D'abord, elle les construit avec nous, elle construit les questionnaires avec nous, et au travers de cela, peut exploiter, interpréter les différents résultats de ces enquêtes qui ont un caractère quantitatif. Et en complément de ces enquêtes qui ont un caractère quantitatif, cette année, nous avons fait réaliser une enquête sur la base d'un échantillon de 2000 habitants, propriétaires occupants, donc qui ont apporté des réponses à peu près 80 questions. Donc ça, c'est l'enquête quanti. Et en complément, Audrey a rencontré en discussion, face à face, des ménages, des habitants, de manière à pouvoir avoir une vision beaucoup plus profonde, élargie des sujets. Évidemment, ces habitants ont été sélectionnés par rapport à des régions, par rapport à un certain nombre de critères, de manière à ce qu'ils soient représentatifs, par ailleurs, des catégories que nous avons analysées. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais nous avons mis au point, au travers de ces différentes enquêtes, une matrice d'analyse des comportements qui serait répartie en 4 situations de travaux rencontrés qui sont immuablement celles qu'on rencontre tout le temps et 5 profils différents d'habitants qui, 5 x 4, 20, constituent 20 situations finalement ou de répartition du marché. Voilà. Donc Audrey a a parcouru la campagne française pour rencontrer des gens et sur le sujet particulier du vieillissement, parce qu'il y avait plusieurs thématiques, énergétiques, vieillissement, sur le sujet particulier du vieillissement, il nous intéresse aujourd'hui de mieux connaître finalement ce qu'elle a pu découvrir ou ce qui s'est révélé sur différents points de ces enquêtes, à commencer, Audrey, par le phénomène proprement dit du vieillissement, qui est un phénomène qui est démographique. Les chiffres ont été donnés à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on a une croissance très importante des personnes qui avancent dans l'âge et c'est directement lié à la forte natalité d'après-guerre. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Mais ce phénomène-là démographique amène forcément une prise de conscience de cette situation, de cette évolution sociologique. Et c'est intéressant d'avoir un premier regard d'Audrey Valin, sociologue, sur le phénomène du vieillissement. Merci Jean-Pascal, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, du point de vue de la sociologie, on va sortir du regard très technique et très interne à la problématique. Moi, ce que j'observe surtout, c'est qu'on est dans la culture occidentale moderne, de l'époque de la modernité, est globalement très péjorative, très négative envers le vieillissement. On est dans une culture qui valorise le corps sain, le corps plein de vitalité, tout ce qui correspond à des valeurs de performance, de compétitivité et de vitesse, de rapidité, ce qui est largement accéléré par la technologie aujourd'hui. Mais ça, c'est pas le rythme de la vieillesse, toute cette rapidité et toute cette compétitivité. Donc c'est vrai qu'on arrive à un certain tabou de la vieillesse, finalement, à cause de ces représentations sociales très négatives du fardeau que c'est de vieillir. Alors que d'un autre côté, c'est aussi très positif, la vieillesse, à 3 égards que je peux identifier. Psychologique déjà, parce qu'en général, ça veut dire une meilleure connaissance de soi, qui est bon plus ou moins, mais globalement signe de plus de sérénité. Et donc on s'assume mieux, on sait ce qu'on veut.
Et on ne se laisse plus embêter, comme j'ai pu avoir comme témoignage, on ne se laisse plus emmerder non plus. Donc c'est quelque chose de très positif. Il y a aussi l'aspect social, puisque c'est le temps de la retraite, donc libération de la contrainte du labeur, quand même, c'est pas rien. Et puis aussi au quotidien, l'aspect du quotidien, où là, ce qui a été beaucoup pointé dans les deux enquêtes, Canty et Cali, comme a rappelé Jean-Pascal, c'est de pouvoir se dédier aux univers familiaux et amicaux. Ce qui fait, je pourrais y revenir, qu'il ne faut pas négliger non plus l'aspect culturel aussi du vieillissement, de cette ouverture. En tout cas, on a des représentations positives qui sont surtout soulignées par les gens eux-mêmes, alors que globalement, les structures sociales qui traitent du vieillissement nous rappellent plutôt tous les inconvénients. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le mode projet aussi, ça c'était intéressant, ça ressortait de l'étude. Le mode projet est loin d'être abandonné, malgré certains préjugés. Alors, merci. Alors évidemment, les questions qui ont été posées dans cette enquête, et celles sur lesquelles tu t'es fixé, bien sûr, correspondent évidemment à la relation que peuvent avoir les personnes qui avancent dans l'âge avec les travaux d'adaptation de leur logement, préventif ou autre. Donc quels sont les rapports de ces gens aux travaux ? Oui, là c'est assez antagoniste en fait. D'un côté, on retrouve bien cette vision très négative et surtout en fait la peur de vieillir, la peur de vieillir qui est reliée évidemment à la peur de mourir, vieillir, mourir, et du coup un certain tabou. Une difficulté à exprimer, une difficulté à en parler, et surtout de la part des hommes. Alors ça, je pourrais fournir des éléments d'explication si ça vous intéresse, je pourrais m'attarder un peu là-dessus, mais les femmes étaient globalement beaucoup plus dans l'anticipation et dans l'acceptation du vieillissement par rapport aux hommes, chez lesquels il y avait vraiment beaucoup plus de mal à en difficulté. Et pour autant, au-delà de cette peur de vieillir qui freine un peu et qui empêche l'anticipation, on a quand même une note positive du sondage. 44% des plus de 70 ans qui ont répondu avaient déjà réalisé des travaux à hauteur de plus de 10 000 euros. Donc avec des motivations qui sont surtout le confort en premier, ensuite la sobriété, donc surtout l'énergie, et en troisième la sécurité. Là aussi c'est intéressant de voir que très souvent on accentue la problématique de la sécurité à l'intérieur des logements. Pour les gens c'est pas forcément le plus important, et ça on va le voir après, mais parce que le vieillir c'est pas juste l'aspect médical, l'aspect technique de perdre en capacité et d'être en insécurité. Il y a plein d'autres choses dans le logement d'ailleurs. Alors, merci. Au-delà de ces aspects qu'on va dire techniques ou architecturaux d'adaptation du logement, où effectivement on est sur des aspects de référentiel technique, ce que tu as pu observer également, c'est ce qu'exprime sous un angle peut-être de l'émotion ou du psychisme les personnes qui avancent dans l'âge par rapport au phénomène du vieillissement et à l'évolution de leur vie. Et ça, c'est intéressant parce que ça stigmatise également ce que pourrait être l'évolution de l'habitat ou des différentes formes d'habitat. Donc ça, c'était intéressant également à souligner. C'est même un point crucial, oui, je te remercie. C'est de voir en effet, alors le logement, on le sait, c'est, bon, Jean-Pascal l'a rappelé, nous on évolue au sein de l'Observatoire Habitants-Consommateurs. Le logement n'est pas un bien de consommation comme les autres, c'est le lieu de l'intimité, de l'affectif. Et ça nous montre bien qu'il faut sortir d'une vision purement économique et sanitaire, je le martèle un peu, mais du vieillissement pour voir tout ce qui se joue autour dans les stratégies des maîtres d'ouvrage, parce qu'ils ne vont pas être orientés uniquement, eux, par ces besoins-là. Je le disais, la sécurité, elle ne vient pas dans les premières motivations. Or, c'est bien ces motivations, ça la matrice le montre avec les attitudes, travaux, c'est ces motivations qui vont orienter à budget égal, parce qu'évidemment, la contrainte financière pèse lourd, mais à budget égal, deux ménages ne vont pas avoir les mêmes stratégies, ils ne vont pas investir leur argent de la même façon. Donc c'est ce qu'il faut vraiment regarder, le projet de vie. Le projet de vie du ménage avec son entourage, on le sait, avec les aidants familiaux, une personne âgée n'évolue pas seule en général. Et ce qui revient dans l'étude, c'est surtout la sociabilité. En fait, le logement est d'abord associé à la sociabilité. Les amis, la famille, comment on peut les recevoir, comment on peut leur donner envie de venir, comment, une fois qu'ils sont là, on fait pour qu'ils se sentent bien aussi. Donc, c'est pas seulement l'intérieur pour la personne âgée, mais c'est tout son environnement, tout son écosystème. Qu'il faut prendre en place. Et on voit aussi qu'il y a une attitude vraiment proactive. Je le suggérais avec le mode projet qui est loin d'être abandonné. On a vraiment une attitude d'ouverture chez les personnes âgées et là qui peut porter à l'anticipation.
Donc voilà, je pense que ce qu'il faut surtout souligner, c'est que l'étude nous a bien montré à quel point il faut sortir du cadre microscopique de l'intérieur du logement pour bien penser le cadre macroscopique. Et là, je pourrais y revenir avec tout l'environnement global et surtout les cercles de sociabilité. Merci. Alors effectivement, on ne va pas conclure parce que tous ces éléments vont se retrouver notamment sur le site et toutes les communications du club, mais retenons une idée intéressante, c'est que oui, il y a un parc de logements, plusieurs millions de logements qui devront être adaptés. En début de conférence, Louis Soir, Manon Huré disait que, bon, en gros, il n'y a que 6% des logements qui sont à peu près équipés. Il y a à peu près 10 millions de logements ou 12 millions qui vont héberger les personnes qui auront plus de 65 ans, 70 ans. Tous ne seront pas adaptables. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'une partie devront être adaptés, peut-être 7 millions. Et pour une autre partie, on doit réfléchir à une autre sorte d'habitat partagé, d'habitat intergénérationnel, etc. Ce qui amènera forcément d'autres formes de travaux qui devront être réalisés. On travaille, par exemple, il est ici avec François Pellegrin sur des questions qui sont la réadaptation ou l'adaptation, la requalification des îlots de quartier. On pourra réfléchir à l'intérieur d'un quartier, à la façon finalement de permettre des hébergements plus faciles de personnes qui avancent dans l'âge que là où ils sont. Toutes ces réflexions peuvent être menées dans le cadre du club de l'amélioration de l'habitat. Elles associent très étroitement les habitants et leur capacité de décider. Et je le redis encore une fois, l'apport de l'œil expert de la sociologue permet de mieux comprendre finalement quelles sont la façon de faire agir les mécanismes décisionnels de ces personnes. Voilà, donc c'est important. Merci Audrey, peut-être tu veux conclure ? Recommandations, effectivement, donner quelques-unes, parce que l'étude a bien montré aussi qu'on avait 16 à 22% des seniors, alors selon les tranches d'âge, mais qui exprimaient l'envie, en tout cas étaient très, très ouverts pour envisager un déménagement vers un logement mieux adapté. Donc en effet, ça nous ouvre à se dire que le vieillir à domicile ne veut pas forcément dire vieillir dans le domicile actuel. Il y a aussi des stratégies pour sortir dans un logement qui est déjà plus adapté, et là encore pas seulement intérieur, mais aussi extérieur en termes de services, mieux desservis, plus proches des services de la ville qui sont nécessaires finalement à ce maintien à domicile. Bon, j'aime pas trop l'expression de maintien à domicile, mais comme ça on a l'idée. Donc en effet, la première idée, ça pourrait être d'être moins dans une adaptation du logement actuel que dans l'appropriation d'un nouveau logement. D'autant que, en général, le plus gros, et ça des études précédentes qu'on a menées le montraient, justement dans les stratégies des maîtres d'ouvrage, les travaux d'appropriation sont souvent les plus conséquents. On fait des travaux quand on arrive pour se sentir bien, pour s'approprier le logement. Donc finalement, ça pourrait être déplacé, cette rénovation, vers l'appropriation d'un nouveau logement, tandis que de toute façon, le logement qui sera vendu sera de toute façon à rénover pour les autres. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier, comme on le disait, que le logement, c'est pas n'importe quel bien, il y a beaucoup d'affectifs. Donc on a aussi des gens qui sont viscéralement attachés à leur logement et pour lesquels ça ne sera pas possible d'en partir. Donc là, en effet, ça nous pointe que ce qu'il faut surtout, c'est faire très attention à des solutions standardisées. Ne pas plaquer des solutions, ne pas enfermer les personnes âgées ou les vieux, quel que soit le qualificatif qu'on leur donne, dans une catégorie statistique. C'est le défaut. Voilà, je suis sociologue, effectivement, j'ai l'habitude de manier les stats et le quali. C'est le défaut des statistiques, c'est qu'elles ont tendance à lisser la réalité sociale qui, elle, est complexe et plurielle, et surtout, de ne pas faire les jeunes, les vieux, et de lisser tout ça. Donc très attention aux solutions standardisées. Enfin, et pour moi c'est vraiment le plus important, j'insiste sur le fait de prendre le sujet, et c'est pas juste jouer sur les mots, mais comme un projet social et pas sociétal. Prendre le sujet sous un angle sociétal, c'est le sectoriser, c'est avoir une pensée assez parcellaire. Or, la convergence des transitions, dont on parle beaucoup, nous le montre bien. Merci Marie. Effectivement, il faut une pensée globale. La transition démographique dont on parle, elle va avec la transition écologique. C'est des transitions qui ont commencé il y a très longtemps, au XVIIIe siècle, en ce qui concerne la transition démographique chez nous en France et en Angleterre, et la transition socio-économique, sur laquelle j'insiste, parce qu'on a une paupérisation quand même de la population, des écarts qui se creusent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Bon, après, les aides s'en emparent, c'est très bien. Donc, cette pensée globale, elle impose, Jean-Pascal le disait rapidement, de penser la politique de la ville, notamment,
Là, je prends l'exemple des périurbains, il est complètement emblématique. L'accession à la propriété, qui est une valeur forte de notre société française, elle a été permise pour tout un tas de personnes par justement la condition de s'externaliser des cœurs de ville. Sauf que ça a créé une dépendance à la voiture et aujourd'hui, on voit que cette dépendance à la voiture, elle pose un problème écologique, d'ordre économique, vu le prix de l'énergie, et d'ordre démographique, puisque les lotissements périurbains, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut faire venir les services vers eux, donc c'est toute cette pensée qu'il faut développer. Aussi, du coup, finalement, alors les métiers, on l'a un petit peu évoqué aussi, tous les métiers qui gravitent autour, avec là aussi une politique de l'emploi, finalement, qu'il faut repenser. Qu'est-ce qu'on fait des métiers dont la reconnaissance est encore à développer? Alors, je prends par exemple les auxiliaires de vie qui doivent choisir, parce qu'elles sont minutées, entre faire une toilette, faire le ménage ou passer un moment de convivialité, en sachant que bien souvent, les personnes âgées, elles réclament plutôt le moment de convivialité. Donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas cette violence? Parce que c'est ce qui a pu m'être rapporté aussi. C'est très violent pour les deux. La personne âgée qui, si on ne prend pas le temps de convivialité, se sent un peu malmenée. Et la personne qui aimerait faire bien son travail et qui n'en a pas les moyens. Et puis, je finis par le dernier point. Alors, ce qui n'était pas le dernier ici, mais cette remise en cause nécessaire aussi de tout notre système, de tout notre modèle social qui est aujourd'hui dominé par l'économie. Et comme je le disais au tout début, on ne peut pas avoir une approche seulement économique du sujet. Il faut en passer aussi par une pensée de qu'est-ce que c'est que la propriété privée? Est-ce que le modèle n'a pas fait long feu aussi? Et il y a tout un... Alors, ça a été évoqué notamment par Solia, les habitats intergénérationnels, il y a des habitats aujourd'hui, des initiatives alternatives qui se mettent en place, toute une économie de fonctionnalité qui commence à se développer aussi. Et ça peut être dans le futur vraiment quelque chose à regarder de très près, avec des études à mener pour glisser de ce modèle de propriété privée absolue qui peut-être a fait long feu. En tout cas, repenser tout ça. Et je pense qu'on a déjà bien fait un bon tour là. Merci, il y a peut-être des questions, mais effectivement, tu as tracé des pistes de réflexion qui vont nous permettre de poursuivre nos travaux et gageons que dès l'année prochaine, on aura de belles thématiques de réflexion et d'études et qu'on se retrouvera. Une question. Alors, question ici, monsieur. Pas de micro, donc c'est moi qui... Donc, si, il y en a un qui arrive, donc juste bien penser à vous présenter et à bien parler dans le micro. Oui, bonjour, Pierre Amelin, je suis élu municipal à la santé et à l'environnement et aussi directeur d'un Solia. Par ailleurs, un peu en transition, moi aussi. D'abord, je vous remercie de la clarté de vos propos et puis je voulais un petit peu appuyer sur une expression que j'ai entendue, c'était aux Assises du logement en juin de la part de M. Broussy, et qui a rappelé qu'on ne s'adressait plus aux personnes vieillissantes, personnes âgées, on peut les appeler comme on veut, de la même manière en 2023 ou 2024 qu'en 1974 ou 1984. On a des personnes qui ont eu l'habitude, depuis leur plus jeune âge, de se prendre en main, d'être au centre de tout, et dans une société extrêmement individualiste. Et du coup, on n'a pas des personnes aujourd'hui, et j'en fais partie, qui qui entendent avoir des solutions qui sont effectivement préfabriquées, plaquées. Et ça invite vraiment tous les acteurs économiques, tous les acteurs aussi de l'accompagnement, les opérateurs qui étaient à la tribune tout à l'heure, à bien prendre en compte ça, quoi. C'est-à-dire que bon, on peut faire des catalogues avec des bacs à douche extra plats, mais et en vendre, et on en vendra toujours. Mais je pense que le vrai sujet social, c'est effectivement de travailler le projet avec les gens qui ont des projets. C'est-à-dire que les gens, effectivement, aujourd'hui, ont des projets. Le mode projet n'est pas abandonné à 60 ans. Il n'est pas abandonné pour beaucoup de gens à 80 non plus. Voilà. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut vraiment que les professionnels, les réseaux qui travaillent sur le vieillissement, sur l'adaptation des domiciles, mais sur la qualité de vie en général dans le logement, au-delà de l'adaptation, prennent bien ça en compte parce qu'on s'adresse à un public qui est né après 68, si on se projette un petit peu,
où on avait la libération du corps, etc. Et on s'occupe de soi. Et on a l'habitude de ça. Et on arrive à 60 ans, à 70, à 80 avec ça en nous. C'est plus la même chose qu'il y a 50 ans. Merci. On va prendre une dernière question, mais par contre, si vous pouvez être assez court sur les questions, parce qu'on est un petit peu ric-rac au niveau du temps. Mais vous avez le droit d'en poser quand même. Hein. Coupez la chic. C'est pas ce que je voulais dire non plus. Non, bon, bah, merci à tous les deux s'il n'y a plus de questions.